5, donc je vous propose de commencer cette soirée. En tout cas, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à la mairie de Saint-Maur. Merci d'être présent. Monsieur le député, cher Sylvain, merci d'être toujours présent. Je vois deux élus. J'en vois pas beaucoup plus, mais j'en vois en tout cas deux. Je vois Madame Jacqueline Laval, ici présente. Nadia Lécuyer également, que je n'avais pas vu, qui était au fond. Merci, docteur Agnès Guérin, d'être parmi nous. Je vais évidemment laisser la parole dans peu de temps au professeur Soucy, qui est également élu et qui va pouvoir introduire cette réunion. La santé mentale, c'est évidemment essentiel, très important, d'autant plus qu'on se rend compte que le sujet est très très important et très clivant, notamment chez les jeunes. Vous savez qu'à Saint-Maur, nous faisons partie, nous organisons un CSLPD qui réunit en fait la police, le préfet, les acteurs sociaux, les directeurs de collège, les professeurs de lycée, de nombreux acteurs qui nous ramènent en permanence sur les préoccupations de nos adolescents, de nos enfants, dont la santé mentale est de plus en plus préoccupante. On m'annonce des chiffres assez catastrophiques, que 15 à 20% de nos jeunes auraient des problèmes de santé mentale. Donc c'est bien de prendre le sujet à bras-le-corps, c'est bien d'en avoir conscience, et c'est bien aussi de pouvoir en parler. C'est donc l'occasion ce soir d'en parler, puisque c'est le sujet. Et donc, merci d'être présente, docteur, parmi nous. Et puis, écoutez, j'espère que ces échanges, en tout cas ce débat, va permettre de mieux comprendre certaines choses dans ces temps très compliqués qu'est cette société d'aujourd'hui. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Je laisse la parole au professeur Soucy et je vous remercie encore de votre présence. Merci, bonne soirée. Merci, monsieur le maire. Eh bien, la ville de Saint-Maur ne pouvait pas laisser l'année se terminer sans consacrer une soirée à la santé mentale, qui a été désignée Grande Cause Nationale 2025, ce qui répond, comme vient de le dire monsieur Delecroix, à un enjeu majeur de santé publique. En effet, être en bonne santé implique à la fois l'aspect physique et l'aspect mental. Et en France, on considère qu'une personne sur 4 va souffrir d'un trouble mental à un moment de sa vie. On considère que 23% ont le sentiment de ne pas prendre soin de leur santé mentale, dont 36% de femmes et 38% des 18-24 ans. Et un salarié sur 4 se dit en mauvaise santé mentale. Et cette santé mentale est par ailleurs influencée par des facteurs individuels, mais aussi sociaux, culturels, économiques, politiques et environnementaux. C'est pourquoi cette grande cause nationale 2025, et je pense, où est-ce qu'elle est partie? Ah, elle est là, j'avais peur. Notre oratrice nous le confirmera. Donc cette grande cause nationale s'articule autour de 4 objectifs: la déstigmatisation, la prévention et le repérage précoce, l'amélioration de l'accès aux soins et l'accompagnement des personnes. Eh bien, nul ne pouvait être plus indiqué pour nous parler des maladies psychiatriques, de mieux les comprendre pour mieux vivre ensemble, fermez les guillemets, que le docteur Agnès Guérin, médecin psychiatre, chef du pôle des hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne, au centre hospitalier Les Murets, à la Queue-en-Brie, et ex-présidente de la CME, donc la commission médicale d'établissement de cet hôpital. Alors cet hôpital, ce centre, a été créé en 1963. C'est l'un des 6 établissements publics qui couvrent les 17 secteurs de psychiatrie générale du Val-de-Marne. Et en 2024, il a fusionné avec l'hôpital de Saint-Maurice pour créer justement les hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne.
Alors tous les départements français sont divisés en zones géographiques que l'on appelle des secteurs, et l'organisation de la psychiatrie au Muret, nous le confirmerez si je dis des bêtises, s'articule autour de 5 secteurs géographiques au nord-est du Val-de-Marne, et ce centre dessert ainsi 14 communes, dont la commune de Saint-Maur-des-Fossés. Certaines de ces communes sont dotées d'un CLSM, Conseil local de santé mentale, dont M. le maire a parlé tout à l'heure du CLSPD, mais c'est du CSLPD, c'est pas tout à fait la même chose. Donc Conseil local de santé mentale chargé de favoriser l'inclusion des personnes, de sensibiliser la population et d'améliorer l'accès aux soins. Donc pour toutes ces raisons, au nom de M. Pierre-Michel Delecroix, donc, qui vous a parlé tout à l'heure, maire de Saint-Maur, au nom de M. Sylvain Berrios, député du Val-de-Marne et maire honoraire, du docteur Jean-Marc Breton, conseiller municipal délégué à la santé, mais qui s'excuse de ne pas être présent ce soir, et président du conseil de surveillance de l'intercommunal de Créteil, de Mme Sandra Depolier, directrice du CCAS et de l'action sociale, que je remercie également pour son aide. Je remercie très vivement donc ma collègue, le docteur Agnès Guérin, d'avoir accepté d'animer cette soirée, et je lui laisse immédiatement la parole. Merci beaucoup. Donc pour compléter ce que vous avez dit, professeur Soucy, en fait, donc les 2 hôpitaux ont fusionné avec 2 sites, un site sur Saint-Maurice, un site sur les Murets, à la Cambrie. Les Murets, c'est donc ça couvre à peu près 33% de la population du Val-de-Marne, et le site de Saint-Maurice a un secteur du Val-de-Marne qui est Alfortville, Charenton et Saint-Mandé, si je me souviens bien. Et le reste, ce sont des secteurs de l'Est parisien. Donc ça fait vraiment une grosse couverture. L'autre partie du Val-de-Marne est rattachée à l'hôpital Paul Guiraud, dans le sud, près à Paul Guiraud. Merci, j'ai un trou de mémoire. Voilà, donc j'ai préparé les choses un petit peu d'une certaine façon, déjà discuté de santé mentale et psychiatrie, parce que c'est des notions qui ne sont pas identiques, voire même qui peuvent avoir des enjeux très différents. Et puis après, j'ai préparé une petite présentation des grands troubles psychiatriques et puis quelques particularités aussi. Et puis après, bien sûr, c'est pour ça que j'ai le petit bloc pour noter vos questions et pouvoir y répondre. Alors, si vous le souhaitez, si la mairie est d'accord et qu'on a envie de parler plus des adolescents, de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, on pourra inviter des collègues plus compétents, mais je pourrai répondre néanmoins à certaines questions. Donc, santé mentale, priorité affichée de santé publique, et impossible de passer à côté, puisque c'est la grande cause nationale. Donc voilà, comme l'a rappelé le professeur Soucy, la santé mentale, c'est une composante de la santé qui est aussi importante, bien évidemment, de la santé physique. Néanmoins, cette mesure grande cause nationale, elle participe quand même à une confusion entre 2 notions et 2 concepts que sont la santé mentale et la psychiatrie. Alors, les enjeux et les mesures proposées... ce santé mentale, ce plan grande cause nationale a déçu énormément les professionnels de psychiatrie, puisqu'il y a un certain nombre de décisions qui sont pertinentes, mais il n'y a absolument pas ni les moyens, ni les moyens financiers, mais les moyens de régler cette situation. Donc voilà, il y a une grosse déception. L'absence de mesures financées qui soient à hauteur de la crise actuelle, puisqu'il y a beaucoup de psychiatres et de soignants qui quittent l'hôpital public, non pas parce qu'ils se délaissent de la spécialité, qui est absolument passionnante, mais parce que le manque de moyens, les tâches administratives, le manque de temps, les détournent du sens de leur métier, et donc ils quittent l'hôpital public. Il y a énormément de postes de praticiens hospitaliers vacants en psychiatrie. C'est la discipline où il y a le plus de postes vacants. Et en plus, c'est une discipline qui n'est plus aimée des internes, qui ne choisissent pas cette spécialité en dépit d'une grande campagne Choisir Psychiatrie. Donc la santé mentale, c'est une notion de santé publique, c'est-à-dire que ça concerne l'ensemble de la population. La psychiatrie, elle s'adresse aux personnes qui souffrent de troubles psychiques. Déjà, c'est une discipline, la psychiatrie médicale, qui traite les maladies qui sont connues, répertoriées dans ce qu'on appelle la nosographie, c'est-à-dire la classification des maladies.
Alors pourquoi est-ce plus facile, voire plus élégant, de parler de santé mentale plutôt que de psychiatrie? Cette notion élargie, le risque qu'on y voit, c'est qu'elle soit au détriment de la psychiatrie, qui a donc des missions, des spécificités qui sont distinctes de la santé mentale. Donc, je vais revenir sur cette distinction essentielle, parce qu'elle peut aussi tromper les gens. Et voilà. Cette notion santé mentale est apparue plutôt entre les années 50 et 70, au moment où, dans la désinstitutionnalisation, on faisait sortir les patients des hôpitaux pour les soigner dans la cité. Elle désigne un état de bien-être émotionnel et social qui permet à l'individu d'utiliser ses capacités pour gérer les stress, maintenir des relations équilibrées et avoir une vie épanouie. Donc c'est une définition un petit peu en positif et très globale. Pour l'OMS, la définition exacte, c'est un état de bien-être permanent qui permet à une personne de réaliser son potentiel, de surmonter les tensions normales de la vie et de contribuer à sa communauté. Donc la santé mentale, ça vise un bien-être général. Pour ce qui est de la santé tout court, il y a une définition de Canguilhem que j'aime bien, qui dit « la santé, c'est faire l'expérience de la maladie ». Pour plusieurs raisons, parce que en fait, quand on a fait l'expérience de la maladie, la santé, on la redéfinit autrement. Et surtout, elles permettent de définir une santé, y compris une santé mentale, qui tienne compte de ce qu'on a vécu, éventuellement d'une maladie qui persiste. Et ça, c'est très important. La psychiatrie, elle, c'est une spécialité médicale qui s'est dédiée aux troubles mentaux, la dépression, la schizophrénie, le trouble bipolaire, les troubles anxieux, principalement. Donc elle applique des traitements adaptés, qui sont souvent médicamenteux, mais qui peuvent être des psychothérapies, et il y en a plein d'autres. Je ne vais pas tous les détailler, j'ai mis des petites fiches du psychom à votre disposition. Voilà, et au sein de notre pôle, il y a même des temps d'hospitalisation, mais au sein de notre pôle, on a tout organisé pour prévenir. On a une équipe mobile de soins intensifs à domicile, et on va avoir une équipe mobile qui est en cours de déploiement sur les prises en charge des cas résistants, mais tout ça en dehors de l'hospitalisation. Et donc on vise toujours à réduire les temps d'hospitalisation, qui sont toujours des moments de rupture dans la vie des patients, même si parfois ils sont incontournables. Donc la psychiatrie vise à traiter des troubles graves avec des soins spécialisés. Et donc le concept de santé mentale, c'est un concept élargi qui est plus socialement accepté et sur lequel l'intérêt que j'y vois, c'est justement de permettre la déstigmatisation des troubles psychiatriques et du coup peut-être de favoriser l'accès aux soins. La psychiatrie souffre d'une stigmatisation. Elle est souvent associée à la notion de gravité, à des représentations d'exclusion sociale, de violence et d'incurabilité, ce qui est faux. Donc l'utilisation d'un concept comme santé mentale qui est un petit peu erroné, mais qui est moins stigmatisant, pourrait faciliter la discussion, vous êtes là ce soir, l'acceptation et peut-être l'accès aux soins. Le concept de santé mentale prend en compte la notion de bien-être dans toutes ces dimensions sociales, éducatives et environnementales qui impliquent donc d'autres acteurs que les psychiatres. Alors, c'est très prôné par l'OMS, le concept de santé mentale. Il y a un site où j'ai tiré les petits prospectus qui s'appelle le Psychom, qui est un site national d'information santé mentale. Psychom, psycom.com. Et là, c'est fait par plein de professionnels différents. Il y a tous les renseignements que vous souhaitez avoir sur les droits, sur les maladies, sur les soins, sur les aides, sur les lieux, sur les groupes d'entraide mutuelle. Tout est... Voilà. Donc, si vous voulez des informations, c'est un bon site d'information avec des informations faites par des professionnels. Alors, cette approche élargie de santé mentale, ça risque quand même de minimiser l'attention nécessaire aux troubles graves et de réduire le rôle indispensable de la psychiatrie dans son expertise et qui est vraiment la seule à pouvoir traiter des pathologies complexes. Par ailleurs, on a tous des fluctuations du bien-être mental, de la santé mentale, ce sont les aléas de la vie qui peuvent et qui doivent souvent trouver d'autres sources que le recours à des professionnels de la psychiatrie pour être dépassés. Je pense que vous avez tous fait l'expérience. Et il faut aussi noter que chaque personne est dans sa vie entière à la recherche d'un équilibre entre les ressources qu'elle peut mobiliser en soi, autour de soi, dans la cité,
et les obstacles qu'elle rencontre avec des fluctuations normales. Tout ça pour dire que... Et en plus, une bonne santé mentale ne prévient pas forcément de l'apparition d'un trouble psychiatrique. Et par ailleurs, quand on a un trouble psychiatrique, les conséquences peuvent être minimisées par un projet d'amélioration de la santé globale pour aboutir à une bonne estime de soi, à une réalisation dans sa vie, ce qu'on appelle le rétablissement. J'y reviendrai plus tard. Voilà. Qu'est-ce qui détermine la santé mentale ? Notre personnalité, notre héritage familial, les événements marquants de notre vie, et puis des déterminants plus sociétaux, l'éducation, le logement, l'insertion professionnelle. À l'opposé, être actif, avoir des relations, des amis, dormir, faire les choses qu'on aime, s'exprimer, pouvoir avoir les moyens de reconnaître ses émotions, de les exprimer, de solliciter de l'aide, ça participe à la bonne santé mentale. Et ça, c'est vrai qu'on soit malade ou qu'on ne soit pas malade, qu'on ait un trouble psychiatrique ou qu'on n'ait pas de trouble psychiatrique. Sur l'étiologie, c'est-à-dire l'origine, la cause des troubles psychiatriques, je vais sans doute vous décevoir, mais elle n'est pas unique, elle est multifactorielle, et en plus, plusieurs facteurs s'intriquent et interagissent. Donc, plusieurs facteurs ne donneront pas la même chose chez différentes personnes. La génétique, ce qui porterait plutôt la vulnérabilité, c'est-à-dire qu'il y aurait des gènes qui porteraient une vulnérabilité à déclencher la maladie, qui serait influencée par des facteurs extérieurs, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est-à-dire l'expression de cette vulnérabilité est elle-même influencée par des facteurs extérieurs, dont en particulier le rôle de l'inflammation dont on parle beaucoup dans les troubles psychiatriques. Et il peut y avoir des activations de ces gènes transitoires qui entraînent cette activation, cette désactivation de cette prédisposition génétique. Après, il y a la neurobiologie, c'est-à-dire tout ce qui est les modifications anormales des neurotransmetteurs. Là encore, de plus en plus, on sait qu'il y a un rôle de l'inflammation là-dedans. L'environnement, bien évidemment, et puis les facteurs psychosociaux. Et tout ça interagissent, donc on peut agir sur différents facteurs, mais très peu, mais ça ne permet pas d'en réduire l'apparition. Alors, je pense que ça va vous intéresser, j'ai quand même ressorti quelques chiffres pour illustrer un petit peu la place, l'importance des troubles psychiatriques et psychiques. Santé publique France estime que 3 millions de Français vivent avec un trouble psychiatrique persistant. La dépression est l'un des troubles les plus répandus, puisque 15 à 20% de la population générale traversera un épisode dépressif au cours de sa vie entière. Ça, c'est des données de l'INSERM. Viennent ensuite les troubles anxieux, c'est la prévalence est le deuxième trouble, avec en gros 10 à 15% en population générale. Et on estime par ailleurs que 10% de la population présentera un trouble psychotraumatique dans sa vie, particulièrement après exposition à des violences sexuelles. Et je vous confirme que c'est un chiffre, je vous expliquerai plus tard en quoi ces antécédents de violences familiales et sexuelles en particulier déclenchent un trouble qui s'appelle le trouble à personnalité borderline, qui est de plus en plus fréquent. Et c'est vraiment la première fois qu'en psychiatrie, on a une cause extérieure traumatique qui déclenche un trouble de la personnalité qui est toujours le même, qui se ressemble chez toutes les personnes. Sur les idées et gestes suicidaires, on a noté début 2025, les derniers chiffres, une augmentation notable, beaucoup plus importante que celle pour les autres motifs. Ce taux reste à des niveaux très élevés chez les adolescents et les adultes jeunes en particulier les jeunes femmes, jeunes filles entre 15 et 19 ans. Donc le suicide, c'est aussi un problème important. On compte presque 10 000 décès par suicide par an, 9 200 précisément en 2022. Je n'ai pas trouvé les chiffres plus récents. Mais ce chiffre est très important, puisqu'il reste un des taux les plus élevés en Europe. Mais il est pourtant en baisse depuis une vingtaine d'années. En France, on est à 13,3% pour 100 000 habitants et la moyenne européenne est à 10 pour 100 000 habitants. Le décès par suicide en France concerne en premier lieu les hommes, avec un taux de suicide qui est 3,7 fois supérieur à ceux des femmes, et ce taux augmente avec l'âge.
Voilà, donc ce qu'il faut savoir par rapport au suicide, et j'ai mis quelques cartes, il y a un numéro à connaître, c'est le 3114. C'est un numéro national de prévention du suicide, où il y a une écoute par des professionnels qui sont formés à la prévention du suicide, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut l'appeler quand soi-même on a des idées suicidaires, mais on peut aussi l'appeler quand un proche a des idées suicidaires ou quand on redoute ça. C'est 3114, il y a des petites fiches jaunes. J'en avais pas un gros stock, mais voilà, faut retenir 3114. C'est un chiffre à connaître. Il y a une autre organisation qui a été mise en place pour prévenir les décès par suicide, c'est le dispositif Vigilance. C'est-à-dire que c'est parti du principe que toute personne qui a fait une tentative de suicide, dans 75% des cas, la récidive suicidaire revient dans les 6 mois. Et par ailleurs, le fait d'avoir fait une tentative de suicide multiplie par 4 le risque suicidaire ultérieur. Donc le dispositif de vigilance, c'est quand vous êtes passé aux urgences pour une tentative de suicide, on vous remet une carte avec un numéro dédié, on vous rappelle 10 et 20 jours après pour savoir comment ça va, ou on vous envoie un SMS, ça dépend des centres. Si vous ne répondez pas, on contacte le médecin généraliste ou le psychiatre des coordonnées qu'on a dans le dossier. Et ensuite, vous êtes recontacté 4 mois plus tard. L'idée était effectivement de prévenir cette période charnière, 6 mois derrière une tentative de suicide, où on a le plus de récidives des tentatives de suicide. Et sur les premiers résultats, ce dispositif permettrait de diminuer de 40% les récidives suicidaires. Bon, sinon les troubles psychiatriques, c'est des troubles qui apparaissent chez l'adulte jeune, entre 15 et 25 ans, plutôt entre 18 et 25 ans, qui n'est pas une période où on a envie de consulter, clairement. C'est pas une période où on a envie de se faire vacciner, mais c'est pas une période où on a envie de consulter. Et voilà, c'est un des postes les plus importants, les maladies psychiatriques de dépenses de l'assurance maladie. Donc s'il faut faire des économies, il faudra trouver des solutions aussi. Voilà. Donc un dernier point qui est spécifique à la psychiatrie, en médecine, on dit une maladie, on a des signes, diagnostic, traitement, mais en psychiatrie, il faut rajouter 2 éléments. D'abord, le temps d'acceptation du diagnostic. C'est tout un art, parce que voilà, c'est un diagnostic qui n'est pas facile à entendre. Et voilà. Et puis aussi la notion de rétablissement dont je vous parlais plus tard, c'est-à-dire que même s'il reste des symptômes, même si on n'a pas fait disparaître tous les symptômes de la maladie, on peut se rétablir, on peut mener la vie qu'on a envie de mener, qu'on a définie. Et ça, c'est très important parce que ça permet aux gens, aux personnes souffrant de troubles psychiques de vivre dans la cité, d'avoir un travail, voilà. Donc voilà ce que je voulais dire un petit peu en introduction. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si je passe un petit peu à la description des principaux troubles psychiatriques. Oui, il y a quelque chose que vous avez dit au sujet, les troubles arrivent avec inflammation. C'est inflammation de quoi? On n'a pas compris. C'est l'inflammation, comme on a une inflammation quand on fait une infection pulmonaire. Il y a un syndrome inflammatoire. C'est l'inflammation c'est pas que psychique. Du coup, le syndrome inflammatoire, c'est des paramètres somatiques. Mais voilà. Il y a aussi beaucoup le microbiote qui est décrit, tout un équilibre entre microbiote et syndrome inflammatoire en particulier. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. J'avais 3 questions. Vous avez cité l'OMS. L'OMS définit en 3 dimensions la santé mentale. La santé mentale liée au somatique, psychologique et social. Comment pouvons-nous aborder, d'après vous, la répartition dans ces 3 dimensions, dans ces 3 directions, et surtout, comment au niveau générationnel pouvez-vous appréhender ou pouvez-vous donner des pistes? Encore une fois, merci infiniment pour votre intervention, sur le fait que on s'aperçoit que pour les nouvelles générations, il y a des troubles psychologiques qui n'existaient pas forcément précédemment ou qui n'étaient pas détectés précédemment. Et puis, j'aimerais que vous puissiez préciser
quels sont les axes d'orientation pour qu'effectivement on puisse avoir, peut-être pas des thérapeutiques, mais éventuellement pouvoir aborder ce type de situation et en fonction des générations. Donc il y a 3 questions. Oh oui, 3 questions, oui. Alors la première, sur l'intrication psy, somatique et sociale, je pense que par exemple, un bon exemple, c'est les addictions. Les addictions, il y a un problème, elles sont classées maintenant dans des maladies, mais on voit bien qu'il y a un environnement, un recours social, enfin qu'il y a une grosse part du social dans les addictions, du fait des modes de vie, etc. Et il y a une implication somatique. Donc effectivement, voilà, par exemple, les addictions interpellent à tous les niveaux. Je crois que de toute façon, ces 3 notions sont liées, hein, y compris les soins somatiques chez les patients qui ont des troubles psychiatriques, qui sont souvent négligés et qui pourtant pourraient participer largement à une amélioration globale de la santé. Après, sur les jeunes générations, par exemple, on voit aussi que les réseaux sociaux, ça peut aussi détériorer ou amplifier une souffrance morale qui est, somme toute, propre à l'âge qu'on traverse, par exemple. Après, le conseil pour les jeunes générations, c'est que dès le plus jeune âge, de favoriser la communication, de rester toujours en lien, quoi qu'il arrive, avec les jeunes. Hein, et puis après, quand il ne faut pas bien, être en alerte et arriver à les amener. Et peut-être parfois, il y a par exemple au CPOA, il y a une consultation, je ne sais plus comment ils l'appellent, consultation sans patient. C'est-à-dire que les familles viennent pour parler d'un proche qui est malade. Et souvent, ça permet de déclencher quelque chose pour amener le jeune, justement, pour lequel ils sont venus, à des soins. Donc voilà, on peut aussi aborder le soin d'une personne, et d'un jeune en particulier, en commençant par mobiliser la famille, réfléchir, peut-être changer de position, voir les choses autrement, et ensuite arriver à des soins. J'ai répondu à peu près. Pas d'autres questions pour le moment ? Bon, vous aurez l'occasion au cours par la suite. Voilà, donc j'ai commencé par la dépression, parce que la dépression, tout le monde connaît, mais finalement, c'est plus compliqué qu'on ne croit. C'est un diagnostic difficile pour plusieurs raisons. D'abord, il peut prendre des formes très différentes. Ensuite, il peut masquer d'autres maladies psychiatriques. Il peut masquer des maladies neurologiques et il peut masquer des maladies somatiques. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse psychiatres, il peut être inaugural d'un trouble, et là il faut le repérer dès le début, qui est le trouble bipolaire. Du reste, j'ai fait une communication à la CPTS de Saint-Maur justement sur la question du premier épisode dépressif et de comment il fallait à tout prix repérer s'il s'agissait d'un trouble bipolaire, puisque la prise en charge est très différente. De plus, dans un épisode dépressif, on le traite en fonction de l'intensité, c'est-à-dire un épisode dépressif peu modéré, on ne le traite pas, et on traite les très modérés à sévères. Donc c'est important, parce qu'on peut traverser un épisode dépressif d'intensité peu modérée et qui ne soit pas éligible à un traitement. Bon, par ailleurs, il y a des gens qui reçoivent des traitements antidépresseurs parce qu'ils ont un trouble anxieux, parce que certains antidépresseurs marchent très bien dans les troubles anxieux. Donc tous les gens qui prennent un traitement antidépresseur ne sont pas des gens déprimés. Et aussi, en France, on est un pays qui consomme beaucoup d'antidépresseurs, mais il se trouve que près de la moitié des personnes traitées pour un épisode dépressif n'ont pas forcément le traitement strictement adapté, soit au niveau de la dose, soit au niveau de la durée. Donc finalement, ça peut entraîner des rechutes. Donc voilà, on a dit tout à l'heure, je vous ai donné le chiffre, 13% de la population, au moins un épisode dépressif caractérisé. Donc les syndromes dépressifs, ça se classe en 3 catégories, des modifications motrices, émotionnelles et cognitives qui sont moins connues. Les fonctions cognitives, je vous rappelle, c'est l'ensemble des capacités intellectuelles qui permettent de penser, d'apprendre, de mémoriser, de s'organiser, de s'adapter. Dans les modifications motrices, je vous ai cité les principales, il y a le ralentissement psychomoteur, les gens sont ralentis, ont du mal à faire, l'insomnie, l'anorexie et la baisse souvent de l'activité sexuelle, ce qui est une plainte qui peut être plus fréquente chez les hommes. Excusez-moi. Dans les modifications émotionnelles, il y a bien évidemment la tristesse, voire quand elle est très intense, ça s'appelle la douleur morale, l'anxiété,
l'anédonie, la perte du plaisir à faire les choses, la perte des intérêts, le désinvestissement des activités qu'on aimait bien faire, une anesthésie affective, on devient indifférent aux choses tristes comme joyeuses, et parfois l'irritabilité, qui est un signe qui est aussi pas inhabituel, mais auquel on ne pense pas. Et dans les modifications cognitives, il y a l'autodévalorisation, la culpabilité, les visions pessimistes, et surtout, ce qui est plus méconnu, des troubles mnésiques et des troubles attentionnels. Et pour qualifier un épisode dépressif, il faut que ça soit des modifications de ces 3 types, qui soient constantes tous les jours, pendant au moins 2 semaines, mais surtout qu'elles entraînent une altération significative du fonctionnement habituel, et que ça soit une vraie rupture par l'état antérieur. Parce que sinon, voilà, il y a une notion de durée, d'intensité et de rupture. Voilà, pour dire que les fluctuations du moral, les périodes de blues, etc., ça ne suffit pas pour établir un état dépressif. Je passe aux troubles anxieux. Vous avez des questions ou on pourra revenir après? Vraiment avoir la notion qu'un traitement antidépresseur ne doit pas s'arrêter brutalement, parce qu'il y a des effets rebonds dans ces cas-là, on le sait très bien, sur les petites glandes qu'on a derrière. Et même si le traitement ne doit pas être peut-être poursuivi, que l'arrêt se fasse, mais très, très, très progressivement, pour arriver à un espoir de guérison quand même complet. Alors, non seulement il y a des effets rebonds, mais il y a des effets de sevrage pour certaines catégories d'antidépresseurs qui ressemblent à un effet rebond, mais qui sont des effets de sevrage pour lesquels il faut diminuer encore plus lentement. Donc, effectivement, un traitement d'antidépresseur, ça ne s'arrête pas tout seul. S'il y a des effets secondaires, il faut en parler. Dans la plupart, on peut changer de molécules, etc. Mais il faut continuer. En général, on considère qu'un premier épisode dépressif, il faut traiter au moins 6 mois après le moment où la personne s'est sentie, on va dire, guérie ou rétablie. C'est-à-dire, ça fait plus de 6 mois en tout. Mais oui, c'est une sage remarque de jamais arrêter seul le traitement antidépresseur et d'un coup. Donc, je vais vous parler un petit peu des troubles anxieux qui sont multiples. Vous les connaissez certainement. Je rappelle que l'anxiété, elle est normale. L'anxiété, c'est une crainte qu'il y a un danger. Donc, ça permet de s'adapter, de se mettre en état d'alerte face à un danger et de s'adapter pour trouver des solutions. Donc l'anxiété, c'est normal. Par contre, si elle devient trop intense, trop envahissante et qu'elle perturbe le quotidien, alors elle devient pathologique. Donc il y a ce qu'on appelle le trouble anxieux généralisé, qui est un état d'anxiété permanent, durable, qui est totalement déconnecté des situations habituelles anxiogènes. C'est-à-dire c'est des anxiétés sur un objet où il n'y a pas où l'anxiété serait normale, mais là, c'est complètement déconnecté. Il y a ce qu'on appelle l'attaque de panique, qui est en fait une crise d'angoisse aiguë assez caractéristique, avec le sentiment qu'on va mourir, que c'est une catastrophe, qu'on va perdre le contrôle de soi, qu'on devient fou. Et là encore, c'est totalement déconnecté d'un danger objectif. Et enfin, il y a les phobies, qui sont des peurs irraisonnées, qui sont très intenses et souvent spécifiques. Je crois que les araignées, les ciseaux, l'obscurité, les lieux clos, et qui conduisent à des situations d'évitement. Je parlerai après des situations d'évitement. Et c'est souvent ces situations d'évitement qui deviennent très compliquées dans le quotidien. Parfois, l'objet de la phobie est plus large et plus rationnel. Par exemple, ce qu'on appelle les phobies sociales, la peur de s'exposer, par exemple, la peur de rougir en public, qu'on appelle l'érotophobie. Ça, c'est très invalidant. L'agoraphobie, que vous connaissez tous, qui est quand même la peur d'être dans une foule, exposée comme ça, avec la crainte permanente de ne pas pouvoir sortir, prendre la fuite. Et puis les dysmorphophobies, qui sont des pensées obsédantes qui concernent des défauts du corps qui n'existent pas. Enfin, il y a les troubles obsessionnels compulsifs, qu'on appelle les TOC, qui sont des intrusions de pensée, qui peuvent être des idées, des images, des actes, qui sont dérangeantes, qui sont incontrôlables et qui sont obsédantes. Et ce sont ces obsessions qui sont très anxiogènes, qui sont combattues, mais souvent que partiellement contrôlées, par la mise en place de comportements qui deviennent aussi irrépressibles et totalement irraisonnés, qu'on appelle les compulsions ou les rituels, qui ensuite, ce sont parfois la seule expression des TOC, c'est-à-dire c'est les rituels et les comportements d'évitement et de contrôle qu'on voit apparaître. Alors les rituels, ça peut être
Voilà, ça peut être passer sa journée à vérifier les fenêtres, les portes, et du coup, de ne pas sortir pendant des années. Bon, il y a l'éco-anxiété, on en parle. Pour l'instant, ce n'est pas classé comme une maladie. Voilà, donc les troubles anxieux se soignent. Les thérapies, ce qu'on appelle les TCC, les thérapies comportementales et cognitives, c'est-à-dire qui consistent à identifier et à modifier les schémas de pensée et de comportement qui sont dysfonctionnels. Ça marche très bien. Il y a aussi des traitements anxiolytiques qui sont plutôt des traitements ponctuels. C'est toute la catégorie des benzodiazépines pour des durées très courtes pour passer un cap. Et puis, comme je l'ai dit, certains antidépresseurs, mais aussi la relaxation, la psychothérapie. Il y a plein de moyens de venir à bout des troubles anxieux. Là, je vais vous parler des troubles bipolaires aussi, souvent que les gens connaissent. Les troubles bipolaires, ils sont estimés... Enfin, il y a beaucoup de maladies qui sont autour de 1 à 2% de la population générale. Il y a des chiffres qui montent jusqu'à 2,5%. Alors, ils ne sont pas faciles à reconnaître dès les premiers épisodes, bien qu'on en parle beaucoup. Mais c'est surtout le délai pour la mise en place d'un traitement et l'acceptation du délai qui est très long. Le délai qui est très long, c'est entre le premier épisode et le diagnostic, il se passe souvent 7 à 10 ans. Soit qu'on confond par un premier épisode délirant, soit qui passe inaperçu. Voilà, donc 7 à 10 ans, c'est très long. C'est le temps un peu de fiche sa vie en l'air quand même, hein, son travail, sa famille, son couple. Et surtout, parfois, un épisode pas forcément spécifique. Par exemple, si c'est un épisode dépressif, au début, il faut vraiment avoir l'idée de se dire je recherche si c'est dans le cas d'un trouble bipolaire, pour pouvoir retrouver des spécificités qui orientent le diagnostic. Voilà, donc les traitements, ils sont globalement efficaces, mais une fois qu'on a le diagnostic, il se passe encore 2 à 5 ans en moyenne avant l'acceptation du traitement. Pour plusieurs raisons, parce que c'est un diagnostic qui n'est pas facile à accepter, bien que ça soit plutôt socialement accepté, le trouble bipolaire. Et surtout, pour certaines personnes, c'est difficile de renoncer au vécu euphorisant des épisodes maniaques. Quand on fait un épisode maniaque, on est Dieu sur terre, on peut tout faire, on n'est jamais fatigué, on ne dort pas. Et ce n'est pas facile de renoncer à ça. Et l'autre élément que je vois qui retarde la mise en place d'un traitement et l'acceptation, c'est qu'on a beaucoup diabolisé un des traitements les plus efficaces, qui est vraiment la référence dans le trouble bipolaire, qui est le lithium. Alors que ça marche très bien, et en plus, toutes les études prouvent qu'il y a une prévention sur le suicide. Les personnes déprimées et les troubles bipolaires se suicident très souvent. La dépression dans le cas d'un trouble bipolaire. Donc, le trouble bipolaire, c'est une variation anormale de l'humeur, c'est-à-dire de la thymie. C'est-à-dire l'état affectif de base, qui est en général globalement stable chez tout à chacun. Voilà, donc la thymie, je précise, ça n'a rien à voir avec le thymus. Parce que la thymie, ça vient du grec, c'est un petit peu le sentiment, le souffle vital. Et que le thymus, ça vient aussi du grec, mais ça a été donné par Galien en raison de la morphologie du thymus. Donc voilà, ça n'a rien à voir avec le dysfonctionnement du thymus. Donc cette variation, elle est anormale. Cette variation de l'humeur, de la thymie, donc, elle est anormale, soit par sa durée, soit par son amplitude, avec l'existence de 2 phases, de ce qu'on appelle les polarités, dont les symptômes s'opposent tout à fait symétriquement. La dépression, dont je vous ai parlé, et la manie. La répercussion des troubles bipolaires sur la vie familiale, conjugale et professionnelle est souvent très importante, mais ces troubles peuvent se stabiliser. Alors, souvent, le traitement, le lithium, qui est vraiment le gold standard de traitement des troubles bipolaires, l'éducation thérapeutique du patient, c'est-à-dire on apprend ce que c'est que son trouble, on apprend à gérer, on apprend à déceler les rechutes et à les traiter très tôt pour éviter qu'il y ait des épisodes très aigus et très dommageables. Et voilà, et les patients peuvent tout à fait se rétablir. Alors, vous n'avez peut-être pas tous entendu le coming out de Nicolas Demorand sur France Inter, qui a révélé son trouble bipolaire. Il y a des tas de gens très illustres. On dit que Churchill était bipolaire, Chopin, Schumann, Hemingway, enfin voilà. Donc eux, je ne pense pas qu'ils aient été traités. Voilà, c'est quand même très répandu et tout le monde, plus ou moins, doit connaître quelqu'un qui souffre de ça. Donc, c'est une alternance, donc, le trouble bipolaire, d'épisodes dépressifs caractérisés
et d'épisodes d'excitation, d'exaltation, ce qui est l'épisode maniaque. Et comme pour l'épisode dépressif, l'épisode maniaque, il y a 3 catégories de symptômes qui sont exactement opposées à la dépression, des manifestations motrices, des manifestations émotionnelles et des manifestations cognitives. Dans les manifestations motrices, il y a une agitation, une hypermimie, une hyperexpressivité du visage, une accélération de la parole et du flux de parole, souvent ce qu'on dit la logorée, et une hyperactivité sociale, professionnelle, je rajouterais sexuelle également. Des modifications émotionnelles, ce qu'on appelle l'hypersyntonie, c'est-à-dire une hyperréactivité à l'entourage, une labilité émotionnelle, passage du rire aux larmes, et enfin des modifications cognitives, le contact est facile, familier, les pensées vont vite, les idées, ce qu'on appelle la fuite des idées, la personne elle doit aller vite, mais elle ne retient pas ce qu'elle dit, c'est des coq à l'âne, c'est un discours tout à fait incohérent, une distractibilité et aussi des troubles de l'attention et de la concentration. Alors, les symptômes peuvent être moins intenses, avec moins d'impact, et on parle d'épisodes d'hypomanie. Donc, le traitement du trouble bipolaire vise la stabilisation et donc la prévention de l'apparition de nouveaux épisodes. C'est ce qu'on appelle des traitements stabilisateurs de l'humeur ou thymorégulateurs. Donc, une fois de plus, je redis, le lithium, c'est vraiment le traitement de choix, qui a en plus un effet protecteur sur le suicide. Les autres catégories de traitement, ce sont des médicaments qu'on utilisait pour l'épilepsie. Le Tegretol, la lamotrigine, etc. Voilà, donc le lithium, il a mauvaise presse parce qu'il a une marge thérapeutique faible et puis que, bon, il peut avoir des effets secondaires, mais pas plus que les autres, mais il a surtout potentiellement une toxicité sur le rein. Donc ça demande à être très, très surveillé, mais finalement, cette toxicité rénale est assez faible. Voilà, ce qui est important, c'est vraiment les programmes d'éducation thérapeutique ou les programmes de psychoéducation qui apprennent à connaître son trouble, à accepter le traitement et à accepter l'évolution. C'est particulièrement pertinent dans les troubles bipolaires. Il y a une association qui s'appelle Argos 2001, qui est une association de personnes avec des troubles bipolaires. Vous avez aussi une association présente ici qui s'appelle Des hauts et des bas. Qui est une association qui est présente à la maison des associations du site, à la maison des... Si, sur les 2 sites, non? Oui, vous avez une adresse ici. Vous êtes présent aussi sur les sites des hôpitaux de Saint-Maurice. Voilà. Donc il y a des petits flyers et il y a un... Comment ça s'appelle? Un kakémono. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je vais vous parler de la schizophrénie, ou plutôt des troubles schizophréniques ou des troubles du spectre de la schizophrénie. Il y a une question. 2 questions. Oui, excusez-moi, sur les troubles bipolaires, est-ce qu'il y a une périodicité cyclique et régulière entre dépression et crise maniaque? Alors, est-ce qu'on peut être dépressif 4 mois et maniaque 1 semaine, ou est-ce qu'il y a une périodicité? Non, alors pour chaque personne, il y a souvent un mode, des cycles particuliers. Il y a des personnes qui commencent un épisode maniaque et suivent une dépression. Il y a des personnes, c'est une dépression, puis un épisode maniaque, c'est plus rare. Il y a des personnes qui font que des épisodes maniaques. Ils font 10 épisodes maniaques et une seule dépression. Mais pour chaque personne, c'est un petit peu identique. Et puis ça, c'est l'évolution sans traitement. Et on est sur une pathologie où il n'y a pas de trauma à l'origine? Non, c'est pas particulièrement... Contrairement à la dépression, il y a un déclencheur? Alors la dépression, oui, la dépression dans le cas d'un trouble bipolaire, le déclencheur est beaucoup moins flagrant. Et puis, par contre, dans le trouble bipolaire, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais il y a des notions familiales. Hein. C'est pas héréditaire au sens de l'hérédité, mais c'est une maladie avec... des formes familiales, c'est-à-dire on retrouve souvent des cas de troubles bipolaires, de suicide, enfin dans les familles. C'est ça, c'est l'expression variable des gènes qui sont quand même portés, avec une expression variable qui fait que tous les membres ne sont pas avec un trouble bipolaire, mais qu'on en retrouve beaucoup dans la famille. Merci.
pour les personnes qui font des crises bipolaires, s'ils prennent pas leurs médicaments, ça peut arriver, ou faut qu'ils prennent leurs médicaments et ça arrive pas moins souvent? Alors, avec le traitement, on peut tout à fait gérer tous les épisodes, qu'ils soient dépressifs ou maniaques. Et en plus, si jamais il y avait un phénomène un peu d'échappement, déjà on change de traitement, parce que normalement on doit y arriver. Et après, ce qu'on fait, nous, c'est des ordonnances stratégiques. C'est-à-dire que souvent, les épisodes maniaques, ils commencent toujours par le même symptôme chez le même patient. Souvent, c'est de l'insomnie. Parfois, c'est des patients qui ne boivent pas d'alcool, qui se mettent à boire de l'alcool. Parfois, c'est des patients qui se mettent à jouer, voilà, ou à publier sur les réseaux. Voilà. Il y a souvent le même début. Et s'ils ont suivi les programmes de psychoéducation, souvent, dès le début, ils ont une ordonnance stratégique. Ils savent qu'il faut qu'ils prennent le médicament pour traiter l'épisode maniaque. Et ça marche. Et au bout d'une semaine, c'est fini. Ça évite de déclencher tout le processus, parce qu'un épisode maniaque, une fois que c'est déclenché, on ne sait pas trop où ça s'arrête. Merci. Vous aviez une question, non? Oui, s'il vous plaît. Ça doit être dur, ça doit être difficile de faire une carrière professionnelle lorsqu'une personne est bipolaire, non? Ça doit être difficile d'effectuer une carrière professionnelle. Alors, au début, c'est vrai que souvent, il y a eu des problèmes dans le travail et ça a perturbé la carrière professionnelle, mais une fois traité... Alors, on peut bénéficier auprès de la MDPH d'une RQTH, une reconnaissance, qui permet d'être un salarié protégé. Ah non, non. En général, les salariés qui bénéficient d'une RQTH, non seulement ça peut être un motif d'embauche, je dis ça en général, pas que pour les troubles bipolaires, parce que ce sont des salariés à moindre coût, puisqu'il y a une exonération de charges. Ensuite, c'est souvent le dernier qu'on licencie justement parce que c'est un travailleur dit handicapé qui bénéficie d'une RQTH. Alors, une invalidité, ça peut être une invalidité qui permet de retravailler après, ça peut être une reconnaissance de quelque chose qui peut être un plus pour après. C'est-à-dire ça permet de retravailler, de se réorienter, de travailler peut-être moins et de s'appuyer sur la pension d'invalidité qu'on a trouvée. Alors, chaque cas est particulier. Après, je pense que ce qui détruit surtout, c'est effectivement les années non traitées, qui sont souvent les années plus de jeunesse, qui est le moment où on s'insère, où on fonde une famille, ou etc. Ça démarre plus tard, le trouble bipolaire, que la schizophrénie. C'est plutôt un peu plus tard. Je souhaitais vous poser une question concernant le chiffre qui a été annoncé au niveau national, à savoir 13 millions de personnes sont atteintes d'un trouble psychique, oui. En France. Oui. Ça veut dire que c'est un nombre relativement important. Oui. Est-ce que ce chiffre est un révélateur de la société ou pas? Et est-ce que ce chiffre est issu d'une évolution de la société? C'est-à-dire, est-ce qu'on voit un ordre croissant et une courbe exponentielle de ces situations parce qu'elles étaient méconnues préalablement? Ou est-ce que c'est un constat immédiat, c'est-à-dire sur les 10 dernières années ou 20 dernières années, d'une situation qui est préoccupante au point où effectivement on en fait un enjeu national? Alors, je pense qu'il y a des incidences qui restent constantes. Par exemple, la schizophrénie, c'est 1% de la population et c'est la seule maladie où c'est la même prévalence dans le monde entier, quels que soient les pays. Contrairement à d'autres troubles qui sont effectivement plus fréquents, y compris la dépression, dans les pays industrialisés. Ah pardon, je recommence. Voilà, donc il y a des maladies dont l'incidence varie peu et qui est la même dans tous les pays du globe, on va dire, y compris dans l'opposition pays industrialisés versus pays d'Asie, d'Amérique du Sud ou d'Afrique subsaharienne. Donc déjà, c'est une constante, on ne peut pas dire que ça soit influencé, celle-là, par la société. Les autres, par exemple, exemple typique, le burn-out, la souffrance au travail, c'est manifestement influencé par les conditions de travail qui sont imposées. Orange, par exemple, hein, il y a une épidémie de suicide et de burn-out. Ben là, c'est pas l'épidémiologie qui change, c'est les conditions de travail qui ont changé, quoi. Donc ça, voilà, il y a un lien direct. Après, qu'il y ait plus de dépistage, plus d'accès aux soins, plus d'attention et plus de gens qui viennent
plus facilement, oui. Mais sur les grands troubles, comme les troubles bipolaires, je n'ai pas de chiffres. Les troubles bipolaires, la schizophrénie, c'est des chiffres qui sont tout à fait constants, sauf qu'avant, c'était pas reconnu, c'était pas traité. Hein, ça, c'est clair. Hein. Donc, j'en étais où ? À la schizophrénie, merci, ou plutôt aux troubles du spectre de la schizophrénie ou des schizophrénies au pluriel, puisque, donc je vous ai dit, 1% de la population générale, la même incidence un peu partout dans toutes les sociétés. Voilà, donc cette incidence homogène, quand même, elle confirme quand même qu'il y a aussi une composante un peu biologique universelle. Et voilà, donc je disais trouble du spectre de la schizophrénie, parce qu'en fait, on voulait que ça reflète toutes les différentes formes de schizophrénie qui existent, puisque les formes sont très différentes, tant par la sévérité des symptômes, par la chronicité de certains symptômes, par la prééminence de certains symptômes et par l'évolution. Donc maintenant, et moi en particulier avec les patients, je parle du trouble du spectre de la schizophrénie, et je mets schizophrénie au pluriel. D'abord, ça rassure, parce qu'on a tous des images très négatives, et qu'en fait, chaque forme est différente. Alors, il y a un sondage d'OpinionWay de 2024 qui montrait que 78% des Français considèrent les personnes atteintes de schizophrénie comme dangereuses. Voilà, c'est bourré d'idées reçues, hein, la schizophrénie. Et il y a une autre étude de la Fondation Fondamentale qui montre que seulement 0,2% des personnes atteintes de schizophrénie pourraient potentiellement être dangereuses pour autrui. Alors c'est vrai qu'on n'est pas aidé par les médias et qui font beaucoup d'écho quand il y a effectivement quelque chose qui implique une personne avec des troubles psychiatriques, mais qui ne font pas écho de tous ceux qui vont bien, voire tous ceux qui sont maltraités, exclus de la société, voire même parfois maltraités ou déconsidérés dans leur propre famille, ou abandonnés un peu à leur propre sort. Par ailleurs, le mot schizophrénie est utilisé, alors là ça me met toujours très en colère, dans les médias, par les politiques, pour qualifier des positions ou des changements ou des comportements qui relèvent plus du terme ambivalence ou contradiction. Et au vu de la gravité de certaines formes de schizophrénie, ce galvaudage du terme par une utilisation inappropriée à tout bout de champ, essentiellement donc dans les médias, relève à une banalisation des troubles, alors qu'il s'agit d'un trouble quand même sévère, potentiellement très handicapant. Et malheureusement, ça n'enraye pas la stigmatisation du mot schizophrénie ou de la maladie schizophrénique. Donc voilà, je vous invite à ne plus jamais utiliser ce terme pour décrire des choses qui sont contradictoires, ambivalents ou peu cohérents. Il y a la langue française a suffisamment de termes pour les décrire. Donc la schizophrénie, c'est 3 grands groupes de symptômes. Une altération de la perception et de l'organisation de la pensée, et des symptômes dits positifs et d'autres dits négatifs. Donc la désorganisation de la pensée, ça entraîne, c'est ce plus visible, des comportements bizarres, absurdes, un discours qui est un peu illogique, des émotions qui sont déconnectées de la situation, c'est ce qu'on appelle la discordance idéo-affective, et le syndrome dissociatif. Les symptômes positifs, essentiellement, c'est les idées délirantes et les hallucinations. Souvent, les hallucinations, ce sont des voix qu'on entend, c'est des hallucinations acoustico-verbales, c'est des voix que la personne entend qui ont des qualités sensorielles comme quand je vous parle. Je veux dire c'est un homme, une femme, ça parle, etc. Et souvent, c'est des voix qui lui parlent, qui lui donnent des ordres ou qui commandent les actes. Qu'est-ce que tu fais là? Tu devrais être assis. Enfin, voilà. Et parfois, des commandes aussi, suicide-toi. Enfin, ça peut être plus violent. Mais les hallucinations, elles peuvent être aussi intrapsychiques, c'est-à-dire c'est des pensées qui arrivent dans l'esprit, qui prennent la forme de voix intérieures, si on veut, qui ne sont pas de caractéristiques sensorielles et qui sont imposées aux patients. C'est tout aussi perturbant. Enfin, les symptômes négatifs, c'est essentiellement le repli, le retrait, la pragmatisme, le manque de volonté, la boulie, enfin le fait de rien faire, les troubles cognitifs, les difficultés de planification, d'organisation, de mémorisation, les difficultés à s'adapter, à changer de stratégie relationnelle, de comprendre un petit peu dans les relations sociales, etc. Voilà. Et les symptômes négatifs sont ceux qui se traitent le moins bien et c'est ceux qui sont le plus handicapants
pour l'insertion sociale, familiale, etc. Par contre, ces symptômes négatifs peuvent être tout à fait améliorés par la psychoéducation, la réhabilitation psychosociale et la remédiation cognitive. Donc nous, on a un centre de réhabilitation psychosociale sur tout l'hôpital des hôpitaux, toute la structure des hôpitaux Paris-Val-de-Marne, qui est située sur le site de Saint-Maurice. On fait des groupes d'éducation thérapeutique, on fait des projets de vie, on fait de la remédiation cognitive, on fait plein de choses. Voilà, j'ai été assez rapide sur la schizophrénie. Il y a des questions ? Oui, c'est pas sur la schizophrénie, c'est sur l'hypolaire. Vous avez parlé de 2 associations, non ? Théo et Débat. Argos 2001. Argos 2001. ARGOS. Oui, c'est une grosse association, ouais. Ça m'intéressait. À savoir si ces 2 associations, elles aident les personnes atteintes du trouble ou aussi l'entourage qui, dans le cas d'une personne malade qui est dans le déni, se retrouve démunie. Je pense que les 2 associations, je parle sur votre contrôle aussi, Mme Nevertowski, aident aussi les patients et bien sûr les proches du patient, de la personne atteinte. Oui. Ok, merci. Ce n'est pas médical. Non. On est d'accord. J'en parle à la fin. Voilà. Les 2 associations possèdent sur le même dent, c'est-à-dire la paire aidante. C'est des personnes qui ont traversé le trouble psychique, qui sont rétablies et qui mettent leur savoir expérientiel au service des patients et des familles. Alors, ça va, vous ne saturez pas, je peux continuer ? Oui. Je voulais vous parler des troubles de la personnalité borderline parce qu'on en voit beaucoup et c'est une des rares pathologies psychiatriques qui est très corrélée à des événements de vie négatifs et violents puisque 60 à 80% des patients borderline, et je devrais dire des patientes borderline, rapportent des antécédents de maltraitance infantile, qu'elles soient physiques, sexuelles ou émotionnelles. Les abus sexuels de l'enfance sont les facteurs les plus fortement corrélés au développement du trouble de la personnalité borderline, jusqu'à 70%. Je crois que sur les abus sexuels de l'enfance, on en découvre tous les jours. Hein. J'ai lu un chiffre que je n'ai pas cru, c'était qu'il y avait 5 enfants par classe. Vous avez vu ce chiffre ? C'est pas possible. Il faut que je vérifie d'où ça sort, mais ça, c'est... Donc, le trouble de la personnalité borderline, il s'agit d'une personnalité émotionnellement labile, avec des grandes difficultés à réguler ses émotions, et dont l'intensité et le renversement des émotions peuvent varier énormément et très rapidement. Il s'y associe un sentiment de vide intérieur qui entraîne des relations à autrui très intenses, quasi fusionnelles, avec une crainte permanente de l'abandon et du rejet. Les accès de colère sont caractéristiques aussi, qui sont très intenses, très inappropriés. Et l'image de soi est perturbée, instable, changeante. Voilà, il y a une impulsivité qui fait qu'il y a des conduites à risque, des conduites auto-agressives, telles les automutilations qui sont très fréquentes, les tentatives de suicide également, et les addictions qui sont associées. Est-ce que ça vous parle un petit peu, ce trouble ? C'est extrêmement fréquent. Nous, on en a de plus en plus, c'est vrai. Ça touche surtout les femmes, qui est corrélé avec le facteur causal déterminant. Enfin, je dirais un petit mot. Qu'est-ce que j'ai dit ? Un petit mot sur l'anorexie. Oui, monsieur ? Sur les troubles borderline, on avait assisté à une conférence des hôpitaux de Lyon. Oui. Oui. On avait assisté à une conférence des hôpitaux de Lyon sur le trouble borderline. Et ce qui nous a étonné, il disait finalement il n'y a pas réellement de médicaments pour soigner le trouble borderline. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez ? Bah oui, c'est vrai. On soigne au cas par cas un état anxieux qui déborde, une crise suicidaire, une mise à l'abri. Voilà. Ce qui est très développé pour les troubles borderline, c'est ce qu'on appelle les thérapies interpersonnelles, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits où c'est développé. Les thérapies interpersonnelles. Alors, les thérapies interpersonnelles, c'est pour essayer de permettre de comprendre les émotions, les états, et progressivement donner une image plus cohérente et plus positive. Je n'ai pas apporté le petit... J'avais un petit...
Bon, encore une fois, si vous souhaitez, le psychom, il y a toutes ces informations. J'ai du mal à comprendre comment des troubles peuvent être récents et d'autres plus anciens. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, par exemple, le trouble borderline, ce que vous avez dit, Ah, il est récent. nouveau dans les catégories. Oui, c'est ça, exactement. J'ai du mal à comprendre ça. Eh bien, déjà, c'est probablement parce qu'ils sont plus repérables, parce qu'actuellement, les automutilations, l'accès des addictions, etc., on va dire que c'est plus facile, peut-être plus dans l'air des temps. Les automutilations, c'est vraiment pour soulager une tension extrême, et puis il y a un facteur d'impulsivité important. Et alors, c'est lié. Est-ce qu'il y a plus dans la génération des 20, 30, 35 il y avait plus d'abus sexuels dans l'enfance que maintenant, j'ai pas l'impression. Donc ça veut dire qu'on en aura encore plus après. Probablement. Ah si, ça a un lien, c'est clair. Non, c'est clair. C'est très étonnant puisque c'est le seul trouble psychiatrique. Bon, c'est un trouble de la personnalité qui est fortement corrélé. Qu'est-ce qui n'a pas de cause à effet ? Ah oui, il peut être concerné. Est-ce que Eh bien justement, pour le trouble de la personnalité bipolaire. J'ai entendu parler de borderline, c'est dans le film Les Intouchables avec Omar Sy et Charles Gainsbourg. Moi, je l'ai pas vu. Non, mais il n'y a pas longtemps, ça sort comme ça. Alors, c'est pas parce qu'on l'a nommé borderline déjà depuis un paquet d'années, hein, parce que moi, dans mes études de médecine, ça fait longtemps que j'ai déjà appris. C'est pas parce qu'on l'a nommé maintenant qu'il n'existait pas avant. Il y a la racine, je l'ai expliqué principalement. Dans le trouble de la personnalité borderline, la cause, c'est des violences dans l'enfance. C'est clair, c'est 70% des... Oui, là, pour une fois, on connaît la cause, ouais. Bon, ça concerne quand même que 1 à 2% de la population. C'est pas non plus une épidémie. Mais c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour que l'ensemble des troubles psychiatriques soient mieux connus, mieux acceptés. Et puis je ne l'ai pas dit, mais on ne choisit pas d'avoir un trouble psychiatrique, hein, clairement. Donc il n'y a pas de responsabilité par rapport à ça. Bonsoir et merci d'être présente aujourd'hui ce soir. J'ai une connaissance du coup qui est atteinte du trouble borderline et elle m'avait parlé d'hypomanie, d'un stade d'hypomanie. Alors l'hypomanie, c'est... Et j'ai pas très bien compris ce que c'était du coup. Si vous pouviez me l'expliquer, s'il vous plaît. Après, il peut y avoir des phases d'excitation dans les troubles de la personnalité borderline, mais c'est parce que ça peut ressembler à ça. Mais l'hypomanie, ce n'est défini que dans le cadre du trouble bipolaire. Alors, on doit pouvoir trouver des personnes qui ont un trouble bipolaire, un trouble de la personnalité borderline, hein, ça doit exister. Mais c'est souvent plutôt un abus de langage qui correspond à une période d'excitation, d'élation. Parce que comme il y a des fluctuations importantes, parfois elles sont très déprimées, et du coup, quand elles vont un peu bien ou un peu très bien, ça apparaît comme presque hypomaniaque. Mais en fait, c'est des fluctuations de la normale. Bonjour. Bonjour. Je suis arrivé tardivement, donc je n'ai pas pu écouter le début de votre intervention et la question que je vais vous poser est peut-être hors de propos. Il n'en demeure pas moins vrai que je souhaiterais savoir ce qu'est pour vous l'état idéal de santé mentale. Ah. Alors, justement, alors ça, vous avez vraiment raté le début, mais c'est pas grave. Pour l'instant, je ne connais que les troubles en vous écoutant. D'accord. Je vais vous dire, l'état idéal de santé mentale, c'est impossible à définir. Si ce n'est la définition effectivement de l'OMS, qui est se réaliser, pouvoir mobiliser ses ressources pour faire face aux aléas de la vie, etc. Mais on peut être en bonne santé mentale et sur certaines périodes de sa vie à ne pas avoir trouvé les ressources internes pour faire face aux aléas de la vie. Ça n'empêche qu'on peut quand même avoir une bonne santé mentale. Et on peut avoir un trouble psychiatrique et retrouver quand même une bonne santé mentale, c'est-à-dire bien vivre avec son trouble. Je dis on peut avoir un trouble psychiatrique pour lequel on s'est rétabli.
Alors, franchement, il n'y a pas de norme. En fait, il y a des gens qui sont heureux tout seuls dans un cabanon à voir personne. Bah, ils vont vous dire qu'ils sont en bonne santé mentale. Il y a d'autres, il leur faut plein de monde autour. Il y a d'autres, s'ils n'ont pas 40 personnes autour, ils estiment qu'ils sont isolés. Enfin, c'est quand même très difficile à définir. Et encore, être en bonne santé mentale, c'est plus facile à définir que d'être en mauvaise santé mentale. Parce que là, je ne sais pas qui peut dire... Et en fait, c'est une définition, c'est une notion de santé publique. Il faut être éduqué, avoir les moyens, savoir parler de ses émotions, savoir communiquer, avoir des amis, avoir du réseau, avoir un travail où on n'est pas malheureux. Tout ça, ça contribue à la bonne santé mentale. Mais définir la mauvaise santé mentale, moi, je ne sais pas faire. Voilà, et la bonne santé mentale, chacun a ses critères. Hein. Votre bonne santé mentale, c'est peut-être pas celle de votre voisin, parce que c'est des critères très personnels. J'aurais une question. Tout à l'heure, on a parlé de schizophrénie et de bipolarité. Je voudrais voir par rapport à la schizo-affective, oui, qui peut être à la frontière des deux. Et je voulais savoir, est-ce qu'il y en a de plus en plus, ou est-ce que c'est difficile de détecter ça, parce que comme on est à la frontière des deux, parfois c'est dur. J'ai quelques comédiens qui peuvent avoir ça. Et c'est compliqué de déterminer si ça relève de la schizophrénie, de la bipolarité ou schizoaffective. Oui, ouais. On parle de schizophrénie dystémique ou de troubles schizoaffectifs. Et déjà, ça regroupe des pathologies assez différentes. Ça peut être des pathologies où on a des troubles schizophréniques au cours d'un épisode thymique, soit dépressif, soit maniaque. Mais ça peut être aussi une schizophrénie où on a des symptômes bipolaires, enfin thymiques, au cours de la schizophrénie. C'est plutôt arrangé dans la forme de la schizophrénie et c'est plutôt de meilleurs pronostics en général que la schizophrénie paranoïde classique. Mais voilà, ça dépend un peu des personnes. Mais voilà, je dirais c'est moins impactant d'avoir au cours d'un épisode thymique qui soit maniaco-dépressif des symptômes schizophréniques parce qu'en général ils disparaissent après la guérison de l'épisode, que l'autre versant, c'est-à-dire d'avoir des épisodes aigus de schizophrénie, c'est-à-dire des épisodes délirants hallucinatoires, mêlés à des symptômes maniaques ou dépressifs. C'est la façon dont on voit la chose, mais ça ne correspond pas tout à fait au même profil, et donc on parle de troubles schizoaffectifs ou de schizophrénie dystémique. Alors, merci beaucoup pour toutes vos explications qui sont, je trouve, très claires. Et je voudrais savoir, j'avais lu qu'il y avait un lien aussi entre le harcèlement et le trouble de la personnalité limite. Est-ce qu'il y a des études sur des jeunes qui auraient subi du harcèlement à l'école ou au collège ? Oui, ça fait partie des violences émotionnelles et des violences... Oui, certainement, oui. Ok. Moi, j'ai fait un petit chapitre sur l'anorexie mentale, parce que c'est aussi très fréquent, et en augmentation. Donc, vous connaissez tous, hein, c'est un trouble du comportement alimentaire qui est caractérisé par une restriction volontaire alimentaire, qui aboutit à une perte de poids très importante, et qui est surtout associée à une peur intense de prendre du poids, et une altération de la perception corporelle et de l'image corporelle, et qui conduit à une aménorrhée, c'est-à-dire l'arrêt des règles le plus souvent. Le plus souvent, il s'agit d'une aménorrhée secondaire, c'est-à-dire les jeunes filles ont été réglées et puis l'anorexie se déclenche, elles ont un arrêt des règles. Mais maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des anorexies avec des aménorrhées primaires, c'est-à-dire qu'avant même l'âge de la puberté, donc ça commence plus tôt, il y a une anorexie mentale qui s'installe et c'est bien sûr plus grave. On va dire plus grave parce que toutes les anorexies sont quand même des pathologies assez graves. Donc voilà, c'est une pathologie de la fille, on va dire la fille et pas la femme, puisque c'est vraiment des très jeunes, c'est des adolescentes, hein, c'est entre 14 et 18 ans. Et donc l'anorexique mène une lutte active contre la faim et évite tous les aliments réputés faire grossir. Et elle y associe des conduites pour contrôler et restreindre le poids, une activité physique à outrance, des conduites de purge, l'utilisation de se faire vomir, l'utilisation de laxatifs qui entraînent eux-mêmes des troubles qui peuvent être très importants comme les hypokaliémies et les arrêts cardiaques, les troubles du rythme cardiaque.
Ce qui est grave dans l'anorexie, c'est qu'on a vu il y a à peu près plus d'un tiers qui évolue vers des formes chroniques. Et les formes chroniques, elles deviennent chroniques par définition, mais elles se compliquent souvent de boulimie, d'addiction, etc. Et le suicide est très fréquent, n'est pas rare chez les anorexiques, on l'estime à 7%, surtout dans les formes qui sont devenues chroniques. Voilà, donc il ne faut jamais négliger l'installation de l'anorexie. Alors vous connaissez tous la Maison de Solène, la Maison des adolescents à Paris, qui traite beaucoup de ce trouble-là. Et puis il y a une ligne d'écoute qui est proposée par la Fédération française d'anorexie boulimique, une fédération de professionnels. Bon, je vous laisse retenir la fédération FFAB, Fédération française d'anorexie boulimie, pour trouver la ligne d'écoute où on peut trouver des conseils. Et là encore, bien sûr, ça s'adresse à la personne et aux proches. Et puis la Maison de Solène, qui est donc à Paris, boulevard de Port-Royal, à côté de Cochin, qui est dirigée par le professeur Marie-Rose Moreau. Voilà, un petit chapitre, et ça sera le dernier, si vous êtes encore prêt à écouter encore, parce qu'on en parle beaucoup, c'est le trouble du spectre de l'autisme que j'ai traité chez l'adulte. Là encore, on est à peu près à une prévalence autour de 1% de la population générale. Donc le trouble du spectre de l'autisme présente là deux grandes catégories de symptômes. Une catégorie qui est sur l'altération des interactions sociales et de la communication, avec des difficultés à maintenir et à comprendre les relations sociales, un déficit dans la communication non verbale, ils ne comprennent pas les expressions de visage, ils ne comprennent pas un visage chaleureux, un visage réjoui, et un déficit de la réciprocité sociale ou émotionnelle. Et puis, l'autre élément qu'on retrouve quasiment tout le temps, c'est le caractère restreint ou répétitif des comportements et des intérêts, avec des mouvements, des langages répétitifs, des stéréotypés, une intolérance au changement, une adhésion inflexible à des routines, des intérêts restreints ou anormaux dans leur intensité, dans leur but. Moi, je me souviens d'un patient qui connaissait pas du tout où jouaient les joueurs de foot, mais il connaissait toutes les dates de naissance. Parce qu'en soi, aucun intérêt, quoi, quand on joue du foot. Mais c'était, voilà. Mais il était incapable de dire dans quel club il était, ses performances, enfin, comme font les gens qui s'intéressent au foot. Voilà. Et puis, soit une hyperréactivité aux stimuli sensoriels, le plus souvent, mais ça peut être aussi une hyporéactivité aux stimuli sensoriels. Alors, il y a longtemps, on parlait de l'autisme, on disait que c'était l'autisme de Kanner qui se développait chez des enfants, et on pensait que c'était un trouble psychiatrique lié à des interactions défavorables mère-bébé. Bon, après, on a fait des études, on a vu que dans 30% des cas, c'est associé aussi à un trouble du développement intellectuel. Il y a une forte participation génétique. Au moins 20%, il y a des anomalies génétiques identifiables, des microdélétions, des mutations de gènes avec une forte composante héréditaire. Voilà, donc là aussi, comme le trouble bipolaire, dans 80% des cas, il y a des familles où c'est transmis. Alors, pas sur une hérédité habituelle, une transmission habituelle sur les lois de la transmission, mais des formes familiales. Donc la génétique joue un rôle important dans l'apparition d'un trouble du spectre de l'autisme. Certains disent 50%, d'autres 80%. Voilà. Mais ça n'explique pas l'actuelle croissance de l'apparition de ces troubles, puisque nous, dans nos CMP, il y a quelques vingtaines d'années, on n'en voyait pas, et là, on en voit beaucoup. Voilà, il y a certainement des facteurs environnementaux de la grossesse, sur la toxicité, les intoxications pendant la grossesse, les anomalies du développement cérébral, tout ce qui peut influer. Qui a certainement un rôle, et bon, ça c'est encore des pistes à développer. Voilà, j'ai presque fini, et je voulais terminer cet exposé en vous parlant de deux points qui me tiennent à cœur et sur lesquels on travaille, on s'appuie sur le pôle pour soutenir les patients et faire qu'ils se rétablissent, qu'ils ont une vie qui soit conforme à leurs souhaits. C'est la notion de rétablissement et la notion de la pérédance. Donc, si certains troubles se traitent relativement facilement, avec une disparition à peu près complète des symptômes, d'autres, comme les troubles schizophréniques, il y a des formes pour lesquelles les symptômes persistent, soit à minima, soit un peu moins à minima. Il en reste beaucoup des symptômes, et on n'arrive pas à les traiter, y compris quand on a développé toutes les lignes de traitement selon les recommandations, etc.
Néanmoins, dans tous les cas, rien n'empêche de retrouver une vie suffisamment satisfaisante pour retrouver un équilibre de vie qui tienne compte des difficultés qui peuvent persister et pour lesquelles on a trouvé des moyens d'y faire face. C'est ce qu'on appelle le rétablissement. Les centres de réhabilitation psychosociale contribuent à faire émerger le projet de vie que le patient souhaite, ses priorités, et de l'accompagner pour les faire aboutir et donc faire qu'il puisse se rétablir. Donc se rétablir ne veut pas dire guérir, et déjà se rétablir, c'est déjà se sentir rétabli. Parce qu'on est rétabli du point de vue de la personne et pas du point de vue du médecin, ce qui correspond plutôt à la notion de guérison. Donc il y a plein de façons de se sentir rétabli, et chacune est propre à chaque personne et pour chacun. Il s'agit de trouver un point d'équilibre entre les vulnérabilités, les forces, les ressources, les capacités. Et dans notre pôle de psychiatrie, nous avons tous en tête cette notion de rétablissement et nous développons actuellement des ressources pour accompagner chaque patient et chaque personne dans leur rétablissement. C'est la fameuse équipe mobile dont je vous parlais, qui sera au début orientée vers les cas les plus complexes et progressivement vers les cas les personnes les plus jeunes. On pourrait dire que se rétablir, c'est vivre une vie qui vaille le coup d'être vécue, tout simplement, et cela selon sa propre subjectivité en dehors de toutes les normes sociales. La deuxième notion que je voulais vous présenter, c'est la pérédance, c'est-à-dire la place de la pérédance, ou ce qu'on appelle les médiateurs de santé-père, dans le processus de rétablissement, justement, et plus largement au sein des services de psychiatrie. La pérédance, ça repose sur l'intervention de pères aidants. Qui sont les pères aidants ? Ce sont des personnes qui ont une expérience vécue d'un trouble psychique et qui sont formées pour accompagner d'autres personnes. Donc, en général, on recrute une personne, on l'envoie en formation, c'est une licence, et ensuite, il est embauché comme professionnel de l'établissement pour accompagner et les équipes et les patients sur le chemin du rétablissement. Ils apportent un soutien basé sur leur parcours personnel de rétablissement et complémentaire aux soins médicaux et aux soins de psychothérapie. Comment ils font ça ? Le patient se sent mieux compris par quelqu'un qui a traversé des difficultés similaires. Ils se sont moins stigmatisés, moins isolés. Ils se sont du coup plus poussés vers l'autonomie et la confiance en soi. Les pères aidants servent aussi de relais pour expliquer, rassurer et motiver face aux traitements, aux hospitalisations, y compris pour les familles et les proches. Et puis nous avons sur notre pôle depuis 4-5 ans, je crois, un groupe pro-famille. Alors je suis désolée, je ne vous ai pas envoyé aussi le flyer. Le groupe pro-famille, c'est un programme de psychoéducation destiné aux proches de personnes souffrant d'un trouble schizophrénique. Le programme s'adresse à l'entourage du malade. Il permet de comprendre les symptômes et le comportement associés à la maladie, d'apprendre à gérer les situations difficiles et les refus de soins, les oppositions, l'isolement. Et donc, il est là pour permettre aux familles de développer des stratégies pour réduire le stress, préserver sa santé mentale et améliorer les relations familiales. Voilà, je ne sais pas s'il y a des documents que je peux faire parvenir après, Madame Epaulier, si on les met en ligne, si on fait un petit truc, mais je n'ai pas tous les documents sur moi. En tout cas, retenez Groupe aux familles, les réunions ont lieu sur le site des Murets, puisque ce n'est pas sectorisé, c'est offert par secteur géographique. Donc il y a une offre à Saint-Maurice, sur la partie plus parisienne, plus près de Paris, puis nous on a fait une offre sur la partie plus l'est du département. Mais on peut s'inscrire dans n'importe quel groupe pro-famille. Voilà, merci de votre attention soutenue. Voilà. Je remercie le docteur Agnès Guérin pour son exposé très exhaustif sur les troubles qui affectent la santé mentale et les moyens d'y remédier. On a encore le temps pour quelques questions, si vous en avez. Vous avez encore le temps, Mme Guérin, de... Oui, bien sûr. Voilà, alors, on y va. Ce sont les élèves du lycée Marcelin Berthelot. Ah, très bien. Qui sont accompagnés par leur professeur, Mme Pascal Morel, qui est là. Voilà. Merci. Et Mme Ranou, la CPE, oui, il ne faut pas oublier. Alors bonsoir, je voulais avant tout vous remercier pour votre intervention. J'avais une question au sujet donc, de l'anorexie et de la boulimie. Est-ce que ça se soigne ? Si oui, comment ? Et je voulais vous demander pour les personnes, donc les familles, les proches de personnes souffrant de ces troubles,
comment on peut accompagner les personnes? Alors déjà, il y a des ressources importantes qui sont sur le site de FFAB, donc j'ai déjà cité, donc déjà on peut aller revoir, se renseigner. J'ai mis quelques flyers, mais j'ai l'impression qu'il ne reste pas beaucoup de psychom, où il y a aussi toute une documentation sur le trouble, les lieux de soins, les approches. Ensuite, c'est compliqué, parce que pareil, entre le moment où ça se déclenche, le moment où les proches en prennent conscience et le moment, souvent la situation elle est déjà très dégradée. Mais il faut arriver à amener la personne à des soins qui peuvent être le plus souvent des soins ambulatoires, voire des soins hospitaliers si vraiment l'amaigrissement est notoire. Et si l'amaigrissement est encore plus grave, parfois ça passe par des hospitalisations en réanimation nutritionnelle. Voilà, donc souvent dans les hospitalisations, il y a un contrat de poids, c'est encore la règle de fonctionnement, mais en tout cas, on peut aussi aborder, comme toujours, par la périphérie, c'est-à-dire les familles peuvent aussi rencontrer des thérapeutes familiaux pour voir comment aborder les choses, ou aborder les choses en thérapie familiale pour que ça soit une approche moins stigmatisante de la jeune, parce que c'est des très jeunes personnes, donc c'est très difficile de les amener à consulter, même si les parents, souvent ils sont mineurs, ils sont censés encore avoir autorité, mais non, c'est pas ça qui fonctionne. Donc voilà, souvent une approche par une thérapie familiale où on ne cible pas un patient, ça permet souvent de désamorcer, et puis que la personne arrive aux soins. En tout cas, il ne faut jamais négliger. Alors, il y a des tas de cas. Si ça commence un peu plus tard, après le bac, 18 ans, 20 ans, ça arrive, ça dure 6 mois. Non, enfin, c'est pas du tout le même. C'est pas du tout la même intensité. Il faut quand même très surveiller. Ce qui est surtout très problématique, c'est les très jeunes, juste après la puberté. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est quand c'est avant même la puberté. Là, il faut vraiment, vraiment consulter. Je vous remercie. De rien. D'autres questions du lycée? Madame la CPE, vous avez des questions? Voilà. Je suis venue accompagnée de mes élèves parce que dans notre lycée, nous nous emparons bien sûr de cette cause nationale qui est la santé mentale. D'où notre présence ce soir. Et je vous remercie pour cet exposé vraiment très intéressant et très clair. Alors nous, ce que nous aurions besoin dans notre lycée, c'est d'un genre de formation comme pour les premiers secours, mais sur la santé mentale. Ça existe. Premier secours en santé mentale. Voilà. Ça devrait, moi j'incite les employeurs, les mairies à développer ce type de formation. D'accord. Et sans doute les professionnels des lycées, bien sûr. C'est vraiment détecter, savoir aborder, savoir parler les premiers moments et savoir orienter. Oui, ça existe, ça s'appelle premier secours en santé mentale. Le souci de mes élèves, c'est bien sûr le bien-être de l'élève dans sa scolarité et comment faire face. Vous le disiez très justement tout à l'heure, de plus en plus d'élèves sont impactés par des problèmes de santé mentale, et eux, qui voient les élèves évoluer avec leur pathologie, dans le souci de l'intégration, ils veulent aussi savoir comment on peut aider ces élèves qui souffrent et comment alerter. Alerter. Les aider, c'est déjà toujours jamais renoncer à écouter, à être en lien. Ça c'est vrai pour tout le temps, et en particulier pour les jeunes qui, quand ils vont mal, sont plutôt dans un repli, un isolement et un refus de contact. Après, j'imagine qu'alerter, le lycée se permet d'en discuter avec les parents, j'imagine. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Et donc après, on peut aussi, si un jour vous voulez sensibiliser particulièrement sur l'anorexie mentale, peut-être aller inciter les élèves à aller sur le site et faire un peu de la prévention. On en parle, ça existe, ça se soigne, ça se prend en charge. Il y a des services au GHU Paris, il y a la Maison de Solène. On a la chance d'être en région parisienne où l'offre de soins est quand même assez pléthorique. Enfin, dans Paris, dès qu'on s'écarte, plus on s'écarte, moins elle l'est. Et du coup, voilà, c'est pas hésiter à en parler, garder du lien, et pas hésiter à proposer d'orienter, y compris d'accompagner. Et peut-être qu'une jeune fille qui a une anorexie mentale serait plus à même de se faire accompagner par une amie, se sentirait peut-être plus proche, plus épaulée. Voilà, c'est ça que je donnerais comme conseil. Merci. Du coup, vous avez parlé d'une formation santé mentale premier secours. Comment est-ce qu'on peut les trouver et donc y participer? Alors, il faut payer.
Les formations sont payantes, mais c'est pas... enfin, je pense que ça se trouve, je ne connais pas les budgets des lycées. Il n'y a pas de budget. Bon, enfin, oui, c'est souvent des organismes, je ne sais plus qui le fait, mais c'est une formation payante. Sur 2 jours. Voilà, c'est pas très cher. Ouais. C'est raisonnable, 250 €. Concernant l'anorexie mentale, selon vous, quels sont les points clés pour améliorer le parcours de soins dans le futur ? Alors, c'est des prises en charge qui concernent surtout plutôt la psychiatrie de l'enfant et l'adolescent quand même. Et les points clés, je pense que c'est d'amener la personne à des soins par tous les moyens, c'est-à-dire de la périphérie vers l'intérieur, enfin vers la personne, voilà. Et puis se tourner, y compris, je crois que tous les lieux de prise en charge d'anorexie mentale ont des consultations sans patient. Après, je trouve qu'une bonne approche, c'est souvent les thérapies familiales ou les thérapies interfamiliales, où c'est plusieurs familles qui sont reçues ensemble, ce qui fonctionne très très bien. Il y a vraiment une facilitation de la parole. Et je pense que c'est souvent un bon moyen. J'ai répondu à votre question ? Ok. Bonsoir, madame. Vous avez parlé du trouble du spectre autistique. Je voudrais savoir s'il existe dans votre secteur un accompagnement spécifique pour les adultes, parce que les divers plans autisme que nous avons connus, il se passe toujours des choses pour les enfants, mais les adultes autistes, on en entend rarement parler et il n'y a pas beaucoup de choses pour eux. Donc, est-ce que dans votre secteur, il existe quelque chose ? Non, mais pareil, en région parisienne, il y a pas mal de choses. Il y a le Val-Mandé qui a une plateforme autisme qui s'appelle, qui a un hôpital de jour et qui va ouvrir des lits. Ça s'appelle Archipel, je crois. Oui, ça vient d'ouvrir, oui. Ça vient d'ouvrir, mais oui, pas les lits encore. C'est tout nouveau, ouais. Mais c'est tout. Il y a des structures un petit peu partout, hein, mais il n'y a pas de ressources propres. Elles sont souvent adaptées aux enfants, de même que les établissements. Alors pour les adultes, il y a le GEM de Saint-Maur qui accueille des patients avec du trouble du spectre de l'autisme. Oui, je le connais. Le GEM de Saint-Maur. Alors le GEM, c'est des groupes d'entraide mutuelles. Ça a été créé il y a maintenant au moins 15 ans. C'est adossé à des grosses associations comme le Falleret, par exemple, qui gèrent la structure. Il y a 2 professionnels, des animateurs qui sont payés par des budgets de l'État. Et donc c'est des lieux d'animation qui proposent des activités qui sont très occupationnels, il n'y a absolument pas de soignants, mais les patients peuvent se retrouver, faire des choses, être entre eux. C'est ouvert aussi certains samedis, il y en a un à Fontenay, il y en a un à Nogent, qui s'appelle J'aime le J'aime. Il y en a partout, là encore sur le site du Psychom, il y a toutes les adresses, on peut aller dans n'importe quel J'aime, pas forcément celui qui est à côté de chez soi. Et celui de Saint-Maur, oui, je les connais bien. Aux patients adultes avec des troubles du spectre de l'autisme. Oui, mais souvent, ce sont dans le GEM, que je connais bien à Saint-Maur, ce sont des adultes qui souvent ont été diagnostiqués et pris en charge assez tard, 11 ans, 12 ans, etc. Moi, je suis maman d'une fille qui a eu la chance d'être diagnostiquée à 14 mois, qui a maintenant 54 ans, qui est passée par les Bronner, et donc elle a sa place nulle part. Elle peut avoir sa place dans différents GEM qui ne sont pas dédiés au trouble du spectre de l'autisme. Oui, mais à l'autre bout de la France. Oui. Après, il y a le docteur Vulser au centre de référence à la Salpêtrière. Pardon ? Docteur Vulser, qui est centre de référence, mais elle fait plutôt les dépistages. Docteur Vulser, centre de référence à la Salpêtrière, trouble du spectre de l'autisme. Elle fait du dépistage, elle propose, mais on est plutôt sur la période, on fait un diagnostic, on fait des préconisations. Donc nous, on fait le criblage, on fait le diagnostic sur des échelles, etc. Et quand on a une confirmation de l'hypothèse probable, on l'envoie, elle peut proposer aussi des ateliers. Merci. J'espère que je ne vais pas être pris pour un mauvais élève. J'ai eu dans mon entourage une belle fille qui avait des symptômes étonnants. Elle contrôlait son poids de façon quotidienne, s'était mis au régime uniquement des protéines, vérifiait sa glycémie tous les jours, faisait de la gym et j'ai jamais fait le lien avec l'anorexie mentale jusqu'à maintenant.
que vous en parliez, mais j'avais l'impression que ces symptômes qu'elle avait d'anorexie mentale, peut-être, étaient plus liés à une dépression, parce que ça s'accompagnait aussi d'une inhibition très importante et d'une difficulté à faire des amis, à socialiser. Soit c'était une difficulté, soit par l'inhibition, soit un désintérêt des autres. Mais il y avait tout ça, et en vous écoutant, je me demandais si l'anorexie mentale, est-ce que c'est aussi une forme de dépression ? Alors, ce n'est pas une forme de dépression, mais elle peut se compliquer de dépression, en particulier dans l'évolution, hein, dans les phases un peu plus tardives. Et oui, et s'il y a une dépression, il faut la traiter, mais ça ne sera pas le traitement de l'anorexie mentale. Mais est-ce que systématiquement l'anorexie mentale est liée par exemple à de l'inhibition ou des difficultés de socialisation ? L'évolution fait que c'est des personnes qui vont s'isoler, qui ne vont pas être insérées, donc oui, c'est associé à ça. Mais ça se complique très souvent effectivement de dépression, ce qui est un petit peu la chance, parce que c'est un peu comme ça qu'on peut aussi les rencontrer, mais c'est déjà des formes passées à l'âge adulte qui ont déjà duré un certain temps. Et je voulais partager une information sur un deuxième temps. J'ai découvert, il n'y a pas très longtemps, par rapport à des usagers dont je m'occupais, mais aussi à titre personnel, à un certain moment, le dispositif Mon Soutien Psy, qui a évolué et que je trouve très innovant en France. Je ne sais pas s'il existe dans d'autres pays, mais qui permet actuellement d'avoir remboursé par la sécurité sociale 15 séances annuelles de suivi avec des rendez-vous qui sont des fois difficiles et longs à prendre, mais qui démocratisent en tout cas l'accès à une aide thérapeutique et que je trouve très intéressant. Voilà, donc c'est des psychologues, psychothérapeutes qui sont conventionnés avec l'assurance maladie. Il y a une liste spécifique sur le site de l'assurance maladie. Nous, dans notre centre de consultation, le CMP de Saint-Maur et l'autre centre de consultation à Joinville, on donne cette liste, on a établi la liste, on va essayer de la mettre à jour régulièrement. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Oui, depuis qu'ils ont refait, oui. Oui. C'est ça. Je crois qu'on peut même les renouveler après 1 an. Mais c'est renouvelable. Une fois. Oui. Non, oui, je crois que c'est 12. On va prendre une dernière question. Ma question porte sur l'autodiagnostic. De plus en plus, on arrive plus facilement à se diagnostiquer. Alors, ma question, c'est qu'avec en plus les IA qui accentue aussi l'autodiagnostic, parce qu'on parle de plus en plus à l'IA et va aller plus dans notre sens. Est-ce que vous constatez de plus en plus de personnes qui déterminent déjà un trouble qu'ils ont, et est-ce que ces troubles-là sont forcément plus véridiques, ou est-ce que finalement ils sont trop guidés par l'IA ou la Google qui va être plus dans leur sens et qui va amplifier leur angoisse ou autre par rapport à ça, et comment se protéger justement par rapport à l'autodiagnostic excessif qu'on peut avoir de plus en plus dans la société? Alors oui, un autodiagnostic, c'est forcément avec des biais, des biais cognitifs. On va mettre en avant des symptômes, pas voir d'autres, etc. Donc c'est pas des bons diagnostics. C'est comme quand en médecine, on a mal au dos, mal au truc, mal au machin. On va dire ça y est, j'ai une leucémie, j'ai un lymphome, j'ai je sais pas quoi. Non, c'est plus compliqué que ça le diagnostic. Non, c'est pas une bonne méthode, non. C'est pas une bonne méthode et c'est rarement corroboré, parce que si on suivait ça, tout le monde arriverait avec un motif de consultation de HPI, TDAH, trouble du spectre de l'autisme, les diagnostics un peu en vogue, parce que tout d'un coup ils sont intéressés à un truc particulier de façon excessive pendant 3 mois et qui ne supportent pas la musique du voisin, et donc je dois avoir un trouble du spectre de l'autisme, etc. Donc non, très mauvaise méthode. Voilà. Et c'est vrai, c'est vrai en médecine aussi. Oui, bien sûr, il y en a de plus en plus. Oui. C'est bon, plus de questions? Ah, encore une. Moi, je comprends que votre spécialité soit absolument passionnante.
Bon, nous, on est parents d'un jeune homme qui a un trouble de la personnalité limite et on a eu, voilà, on a fait de la psychoéducation, on a fait une thérapie familiale. Voilà, on s'est intéressé de près. Mon mari est très engagé à l'UNAFAM. Et simplement, je me demandais comment ça se fait qu'aujourd'hui, les jeunes médecins, les jeunes internes, n'ont pas envie de choisir ces spécialités et comment faire pour les inciter, puisqu'il y a de plus en plus de maladies psychiatriques. Donc on va avoir besoin de plus en plus de psychiatres. Il y en a de moins en moins. Voilà. Donc comment on va faire? Je pense que c'est un peu parce qu'il y en a de moins en moins que c'est moins attractif, parce que du coup la somme de travail elle est énorme. Et puis en psychiatrie, on a quand même des patients en soins sans consentement, avec des responsabilités énormes, des certificats à produire, des responsabilités à prendre pour les faire sortir. Que ça peut être quand même assez inquiétant, ça peut ne pas donner envie. Et puis, je pense que des psychiatres, en tout cas en région parisienne, qui s'installent, il y en a pas mal. Et qu'effectivement, les professionnels à l'hôpital, ça devient tellement de contraintes administratives, de manque de temps. Du coup, on fait du boulot un peu bâclé, en tout cas pas aussi bien qu'on voudrait le faire. Et ça démotive. Et les internes, ils sont passés dans les services, ils voient comment ça se passe. Donc voilà, je pense qu'il faudrait qu'on puisse accueillir des externes, c'est-à-dire bien avant dans le cursus, pour pouvoir, un peu vierge de tout a priori, pour qu'ils puissent découvrir, ça serait déjà peut-être une chose. Et puis je pense qu'il faudrait aussi faire venir plus les internes, parce qu'ils sont un peu concentrés dans les services hospitalo-universitaires, malgré tout. Il faudrait les faire venir plus dans les services, où c'est tout à fait passionnant. J'ai pas la clé. Ils ont fait une grosse campagne Choisir Psy. Moi, j'avoue, je ne comprends pas que ça n'intéresse pas, mais c'est... Oui, il n'y a pas que pour la psychiatrie que le médecin quitte l'hôpital, c'est vrai, mais en psychiatrie, c'est quand même assez marqué. Oui. Les infirmiers en pratique avancée. C'est ça? Vous parlez des IPA, des infirmiers en pratique avancée? Ah bah oui, c'est toute l'équipe qui soigne. Oui, c'est toute l'équipe qui soigne. Mais il y a en plus, vous savez, maintenant les infirmiers font des formations complémentaires et deviennent infirmiers de pratique avancée avec une délégation de prescription, de surveillance et de consultation. Et il y en a qui ont un diplôme en santé mentale, IPA en santé mentale. Après, il faut les recruter, il faut les former. Ça court pas les rues. Ah oui, ça fait longtemps. Mais ça n'empêche pas d'avoir des bons infirmiers, mais il n'y en a plus, oui. Bon, on va clôturer cette soirée. À toutes et tous. Merci, Dr Guérin. Merci. Je vous laisse conclure. Bien, merci, Dr Guérin. Merci à tous pour votre présence et vos questions, notamment nos lycéens de Berthelot. Et rendez-vous à la prochaine conférence dont la date et le thème ne sont pas encore fixés, mais on le saura, j'espère, bientôt. Voilà. Bonne fin de soirée à tous et à toutes.